Des décennies d'immobilisme se brisent contre 3 années d'avance fulgurantes, comme 2 chiffres impossibles à réconcilier. Cette accélération venue d'un des pays les plus pauvres du monde déroute d'autant plus que des États mieux dotés continuent de s'enliser malgré leurs ressources et leurs conseils extérieurs. Que signifie pour vous un tel basculement lorsqu'il est porté par Ibrahim Traoré et qu'il prétend replacer la dignité au centre des décisions quotidiennes? Un horizon court s'ouvre pourtant, assez dense, pour montrer comment un simple point de départ peut reprogrammer la trajectoire entière d'un pays aux yeux de ses habitants inquiets et exigeants. Dès les premiers mois de transition, une promesse d'une clarté inhabituelle s'est imposée. Transformer un pays longtemps dépendant en une nation capable de produire, réparer et décider par elle-même. La valeur centrale de cette promesse tient en une idée simple: offrir à chacun un bénéfice concret et mesurable en redonnant au pays la maîtrise de ses propres leviers. Ce cadre repose sur 5 chantiers vitaux dont l'enjeu dépasse la technique. Nourrir, éclairer, soigner, loger et financer deviennent les fondations d'une autonomie réelle plutôt qu'un répertoire de slogans. Mais cette orientation crée aussi un niveau de risque élevé, car chaque chantier mal exécuté peut refermer une fenêtre historique à peine ouverte. À l'inverse, chaque réussite peut repositionner le Burkina Faso parmi les modèles inattendus du Sahel, notamment lorsque la dynamique locale commence à produire des effets visibles sur les villages, les hôpitaux, les ateliers et les coopératives. C'est précisément ici que se concentrent les stakes. Un équilibre fragile, où la discipline institutionnelle doit répondre aux attentes d'une population qui souhaite reprendre sa place dans la mécanique du progrès. Le premier reveal apparaît aussitôt. En 3 ans seulement, 10 projets nationaux ont émergé comme une architecture cohérente plutôt qu'une suite d'initiatives isolées. Cette cadence surprenante éclaire la question suspendue depuis l'ouverture et révèle la source réelle du basculement. Car ce changement ne naît pas d'un hasard politique. Il découle d'une mécanique volontaire que Ibrahim Traoré a fait converger autour de 5 besoins vitaux: nourrir, éclairer, soigner, loger et financer. Cette logique unifie ce qui, auparavant, restait dispersé. Agriculture fragile, accès irrégulier à l'énergie, infrastructures médicales dépendantes, logements précaires et circuits financiers presque entièrement tournés vers l'extérieur. Dans les années précédant la transition, chaque secteur reposait sur une dépendance structurelle, exposant le pays au moindre ralentissement mondial ou au retrait d'un bailleur étranger. La vulnérabilité se lisait partout. Une panne de financement pouvait paralyser une région. Une rupture d'importation suffisait à désorganiser des milliers de familles et les ressources locales demeuraient sous-valorisées. Le contexte explique donc pourquoi la transition a choisi de relier ces chantiers plutôt que de les traiter séparément. La Red Gold Factory en devient le premier maillon visible. Elle transforme des récoltes autrefois perdues, donnant enfin une valeur stable à la production locale. Autour d'elle, une logique de chaîne se met en place. L'usine exige la route appelle l'énergie. L'énergie renforce l'hôpital, l'eau du barrage. Ziga 2 stabilise l'ensemble. Rien n'y est improvisé. Chaque infrastructure répond à une faiblesse identifiée, créant un système où la souveraineté cesse d'être un objectif lointain pour devenir un fonctionnement interne et mesurable. Dans les villages du Sahel, la dynamique apparaît dans la lumière du soir. La disparition progressive des lampes à pétrole marque un tournant que les discours seuls n'auraient jamais pu provoquer. Lorsque les premiers bilans publics se sont dévoilés, la trajectoire devient lisible. Ce n'est plus la survie qui guide les décisions, mais l'amorce d'une autonomie durable, renforcée par des infrastructures qui commencent enfin à se répondre entre elles. Pour comprendre comment la dynamique s'est enracinée, il faut suivre ceux qui incarnent les premiers effets concrets. Leur trajectoire montre que la transformation ne se limite pas au bilan officiel. Elle commence dans les gestes ordinaires de ceux qui produisent,
enseignent et organisent la vie quotidienne. Le premier micro-cas vient de Kouougou, où Mariam, ouvrière de la Red Gold Factory, décrit la transition comme un renversement silencieux. Autrefois, ces tomates finissaient souvent au sol, faute d'acheteurs ou de circuits fiables. Aujourd'hui, chaque lot signé Made in Burkina Faso représente pour elle une victoire simple mais décisive. Son revenu est plus stable, son travail reconnu, et surtout, elle voit la valeur de son propre effort se matérialiser dans un produit national qui ne dépend plus des fluctuations étrangères. Le second micro-cas apparaît dans un village électrifié par le projet Yellen. Un instituteur raconte que les cours du soir, abandonnés pendant des années, ont repris dès les premières semaines d'éclairage solaire. Les enfants arrivent plus tôt, stimulés par l'idée d'apprendre dans un espace qu'ils considèrent comme leur lumière. Pour lui, ce changement n'est pas technique. Il est psychologique, car il redonne aux jeunes l'impression d'avancer par leurs propres moyens et d'orienter leur avenir. Ces exemples modestes dessinent un fil commun. Lorsqu'une infrastructure fonctionne, elle transforme l'usage, mais aussi la confiance collective. Cette confiance se propage ensuite dans les marchés, les coopératives, les écoles et les ateliers, créant un effet d'entraînement que les programmes abstraits n'avaient jamais pu déclencher. Et c'est précisément cette modification des comportements quotidiens qui annonce la bascule plus large, une souveraineté qui commence dans la pratique avant de s'inscrire dans les discours. Tout commence par un déclencheur que personne n'avait réellement anticipé, la prise de conscience brutale d'un pays voyant ses propres récoltes pourrir, tandis que les mêmes produits revenaient d'Europe sous forme transformée. Ce choc apparemment agricole agit comme un électrochoc politique. Il force les décideurs à regarder la dépendance non comme une fatalité, mais comme une construction devenue intenable. Dans cet instant, Ibrahim Traoré saisit l'indignation diffuse et la convertit en une impulsion méthodique destinée à briser la passivité accumulée pendant des décennies. Le sommet de la séquence se construit autour d'un pivot, l'implantation de la Red Gold Factory. L'usine n'est pas un symbole, elle est conçue pour répondre à un problème précis, empêcher la destruction de milliers de tonnes de tomates chaque saison. 8 millions de dollars sont mobilisés pour bâtir cet outil industriel local, capable de transformer ce qui échappait jusque-là au pays. En quelques mois, la production s'organise, les coopératives se structurent et les contrats agricoles deviennent lisibles. 150 emplois directs apparaissent. Des milliers d'autres se consolident autour des flux d'approvisionnement. Le marché local, saturé d'importations, redécouvre son propre potentiel productif. Les villages voisins observent la mutation. La récolte cesse d'être une matière première abandonnée, devenant une ressource nationale intégrée à une chaîne cohérente. À ce point, la route entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire devient la seconde étape du climax. 120 millions de dollars y sont consacrés pour ouvrir un corridor maîtrisé. Chaque kilomètre pavé réduit le coût logistique, accélère les échanges et consolide la valeur créée par l'usine. Le transport, autrefois dépendant de circuits étrangers, devient un levier interne. Les camions circulent plus vite, les produits arrivent plus frais, les coopératives élargissent leur rayon d'action. Le pays respire mieux parce que l'infrastructure relie enfin la production au marché sans médiation coûteuse. La lumière Yellen marque le point critique du parcours. 300 000 personnes bénéficient d'un accès direct et stable à l'électricité. 150 villages sont connectés, permettant aux hôpitaux d'abandonner les lampes de fortune et aux écoles d'étendre leurs horaires. L'énergie modifie la temporalité collective. La nuit cesse d'être un frein et devient un espace d'apprentissage, de sécurité et de production. Puis vient l'aftershock, le barrage Ziga 2 et la Burken Bank. 40 millions de mètres cubes d'eau sont stockés, offrant une marge hydrique maîtrisée même en saison sèche. 600 000 personnes sont desservies. Des centaines d'hectares revivent sous l'irrigation. La banque, elle, ouvre 67 agences, rapatrie l'épargne nationale et distribue 15 000 microcrédits. Les capitaux, autrefois absorbés par l'étranger, circulent désormais dans l'économie interne. Lorsque tous les maillons s'imbriquent, produire, transformer, transporter
éclairée, financée, la chaîne se referme. Chaque maillon renforce le suivant. L'ensemble forme une mécanique qui surprend les observateurs. Un système où la souveraineté cesse d'être déclarée et commence à fonctionner. Ce n'est plus une réaction conjoncturelle, mais un mode opératoire reproductible, dont les effets initiaux annoncent un changement de rythme durable pour le pays tout entier. La bascule apparaît clairement lorsqu'on observe le passage du baseline au delta. Avant 2022, moins de 15% des localités du pays bénéficiaient d'un accès permanent à l'électricité, alors qu'en 3 ans, ce taux dépasse désormais 48%. Cette augmentation rapide montre comment un investissement ciblé peut transformer la sécurité énergétique des zones rurales et stabiliser des usages essentiels. Le premier indicateur structurel, celui de l'électricité, révèle une progression rare dans la région. Partir d'un réseau fragile pour atteindre un accès stable dans près de la moitié des localités constitue une avancée mesurable. L'expansion du programme Yellen n'a pas seulement amélioré la lumière, elle a modifié la temporalité quotidienne. Les écoles prolongent leurs horaires, les ateliers fonctionnent en soirée, et les hôpitaux réduisent leur dépendance aux solutions improvisées. Cette progression énergétique devient ainsi la base productive, permettant à d'autres secteurs de se consolider sans recours systématique aux bailleurs étrangers. Le second indicateur touche l'eau, ressource critique dans la ceinture sahélienne. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres d'eau utilisables, offrant au pays une marge hydrique plus prévisible même pendant les périodes de sécheresse. Ce volume permet d'irriguer des centaines d'hectares et de sécuriser les cultures vivrières, souvent vulnérables aux aléas climatiques. Environ 600 000 personnes bénéficient de cette distribution régulière, ce qui stabilise l'accès à l'hygiène de base et réduit la pression sur les réseaux locaux. Cette marge hydrique, articulée à une gestion territorialisée, crée une résilience qui dépasse le simple confort logistique et renforce la continuité sanitaire. Le troisième indicateur concerne la finance, levier moins visible mais déterminant pour l'autonomie. Jusqu'en 2022, près de 80% des dépôts nationaux dormaient dans des banques étrangères, échappant totalement au circuit interne. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés grâce au réseau étendu de la Birken Bank, 67 agences, 15 000 microcrédits et une circulation monétaire devenue endogène. Cette réorientation financière réduit la fuite des capitaux, alimente les coopératives agricoles et stabilise des milliers d'activités rurales. Elle démontre aussi que la souveraineté peut devenir un mécanisme économique plutôt qu'un discours symbolique. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une même trajectoire. L'électricité accroît les heures d'apprentissage et de production. L'eau stabilise les rendements et renforce l'hygiène. La finance territorialisée crée un tissu économique interne qui résiste mieux aux pressions extérieures. Chaque progression alimente la suivante, créant un cycle cohérent où les chocs mondiaux perdent de leur pouvoir déstabilisant. C'est précisément à ce niveau que la méthode défendue par Ibrahim Traoré prend tout son sens. Les chiffres ne servent pas de décor. Ils deviennent la manière de mesurer la cohérence du modèle. L'approche repose sur un principe simple: produire localement, connecter les maillons, rendre les résultats visibles et corriger lorsqu'il le faut. Cette articulation factuelle explique pourquoi la dynamique actuelle échappe aux fluctuations politiques et commence à s'ancrer dans les pratiques quotidiennes. Ainsi, le delta obtenu en 3 ans n'est pas un pic conjoncturel. Il marque une transformation structurelle. Et ce socle chiffré ouvre la voie aux débats, aux critiques et aux projections qui viendront structurer les étapes suivantes du récit national. 2 objections majeures reviennent lorsqu'on analyse la trajectoire engagée par le Burkina Faso. La première soutient que l'autonomie proclamée n'est qu'une illusion, car aucun pays enclavé et dépourvu de ressources stratégiques ne pourrait réellement se détacher des réseaux financiers et logistiques extérieurs.
Selon cette thèse, réduire la dépendance reviendrait à affaiblir la croissance, puisque l'aide et les circuits d'importation auraient longtemps constitué la colonne vertébrale de la stabilité économique nationale. La seconde objection évoque le risque de déséquilibre interne. Elle affirme qu'une transformation trop rapide pourrait déstabiliser les campagnes, provoquer un choc dans les chaînes d'approvisionnement ou creuser un fossé entre les zones modernisées et celles restées isolées. Dans cette perspective, une réforme menée avec trop de vigueur risquerait de créer une surcharge administrative ou un épuisement des ressources humaines locales. Confrontées aux données réelles, ces deux thèses s'effritent pourtant de manière significative. La réduction de moitié de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction économique. Au contraire, les recettes agricoles ont doublé grâce à la stabilisation de la production locale et à la transformation industrielle assurée par la Red Gold Factory. Le pays n'a pas remplacé une dépendance par un vide. Il a substitué des flux internes aux flux externes, révélant une capacité d'absorption plus robuste que prévu. Le second argument se délite également lorsque l'on observe les secteurs clés. Les écoles rouvrent, les routes fluidifient les échanges, et l'accès à l'eau s'étend à des centaines de milliers de foyers. Ces évolutions témoignent non d'un déséquilibre, mais d'une stabilisation progressive qui renforce les zones rurales au lieu de les fragiliser. Les infrastructures locales, en se substituant aux mécanismes importés, réduisent les risques de rupture future et atténuent la vulnérabilité systémique. Ainsi, la force du modèle ne réside ni dans une ambition isolée, ni dans une improvisation rapide. Elle repose sur une méthode vérifiable. Produire, connecter, mesurer, corriger. C'est cette discipline opérationnelle qui permet au pays de répondre aux critiques sans s'effondrer et de maintenir une trajectoire cohérente malgré les incertitudes extérieures. La mécanique s'enclenche seule. Ce qui, au départ, ressemblait à une suite de décisions volontaristes devient progressivement un fonctionnement interne capable d'avancer sans impulsion constante. C'est le midpoint du modèle, le moment où la souveraineté cesse d'être une intention politique pour devenir un réflexe institutionnel et social. Les techniciens formés sur les premiers chantiers poursuivent les extensions d'énergie et d'eau sans attendre de directives. Les équipes locales prennent en charge la maintenance, les ajustements et les améliorations. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré change subtilement. Au début, il initiait le mouvement. Désormais, il l'oriente seulement, car la dynamique acquiert sa propre inertie. Dans les villages électrifiés, les écoles de nuit n'ouvrent plus par instruction, mais par habitude. Les coopératives n'attendent plus un cadre extérieur. Elles utilisent les microcrédits de la Birkenbank comme un réflexe économique, investissant plus vite et consolidant leurs activités. Cette autonomie fonctionnelle marque le véritable point de bascule. Elle montre que les infrastructures ne sont plus des inaugurations ponctuelles, mais des systèmes vivants capables de produire des effets en chaîne. Le midpoint révèle ainsi une cohérence nouvelle. La valeur reste dans le pays, circule entre ses acteurs et nourrit un tissu productif que même les chocs extérieurs peinent désormais à interrompre. Les effets visibles du modèle ne se limitent plus au bilan. Ils se lisent désormais dans 4 sphères distinctes qui permettent de mesurer jusqu'où la dynamique révélée au midpoint peut s'étendre sans se diluer. Ces variations concrètes répondent ainsi à la question ouverte plus tôt. Que produit réellement une souveraineté qui se construit par cohérence plutôt que par proclamation, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré? Dans la sphère des ménages, dans les villages électrifiés, la transformation commence par une redistribution du temps. Les familles qui vivaient au rythme solaire disposent désormais de plusieurs heures actives supplémentaires chaque soir. Les enfants étudient sous des lampes solaires locales, améliorant leur régularité scolaire. Les femmes prolongent leurs activités artisanales. Les foyers diminuent leur dépendance au kérosène, réduisant ainsi dépenses et risques sanitaires. Ce surplus d'heures stables modifie la perception du lendemain.
L'incertitude constante laisse place à une routine plus prévisible, rendant la planification possible à l'échelle domestique. Au niveau national, les effets structurels apparaissent dans la stabilisation logistique et opérationnelle. La route reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire réduit les coûts de transport, accélère les échanges et fluidifie la circulation des biens agricoles transformés. Les hôpitaux sortent de l'improvisation électrique, tandis que les écoles fonctionnent à double horaire grâce à Yellen. La Birkenbank maintient les capitaux sur le territoire, offrant au pays une marge d'action inédite pour planifier à moyen terme sans dépendre entièrement des bailleurs étrangers. La cohérence opérationnelle devient un atout institutionnel. Les services publics gagnent en continuité. Les défaillances ponctuelles perdent leur capacité de paralyser des régions entières. Du côté de ceux qui nourrissent le pays, agriculteurs, coopératives et petites entreprises bénéficient directement de la chaîne transformante, initiée plus tôt. La Red Gold Factory achète localement, stabilisant les débouchés et empêchant l'effondrement des prix en période de surplus. Les coopératives utilisent désormais les microcrédits de la Birkenbank pour acheter du matériel, structurer leurs flux et rendre leurs filières plus prévisibles. Le barrage Ziga 2 sécurise l'irrigation, réduit les pertes en saison sèche et améliore les rendements. À ce niveau, la souveraineté n'est plus un concept abstrait. Elle se matérialise dans chaque récolte vendue localement et dans chaque contrat conclu sans intermédiaire extérieur. À l'échelle régionale, les pays voisins observent cette mutation avec une attention nouvelle. Des délégations du Mali, du Niger ou de la Guinée examinent la logique produire, transformer, financer, comme un modèle reproductible. Les corridors commerciaux se réorientent progressivement, privilégiant des échanges horizontaux plutôt qu'une dépendance verticale vers le nord. Cette dynamique crée un effet d'entraînement diplomatique où la méthode défendue par Ibrahim Traoré, sobriété, discipline et bilan public, devient un référentiel régional. À travers ces 4 niveaux, l'impact réel dessine une même ligne directrice. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce chaque espace du territoire et transforme plus vite qu'aucun programme d'aide ne l'avait permis. Les prochains mois s'organisent autour de 3 trajectoires distinctes qui permettront de mesurer la capacité du pays à maintenir sa cohérence interne dans un environnement régional instable. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir. Ils posent plutôt un cadre de réflexion pour comprendre comment les infrastructures, la finance et les filières productives peuvent réagir aux pressions extérieures comme aux dynamiques internes. Scénario 1. Base. Consolidation maîtrisée. Dans cette trajectoire, les 10 projets existants continuent de produire leurs effets sans rupture majeure. L'énergie solaire se stabilise, soutenant les ateliers ruraux et les écoles à double horaire. Le barrage Ziga 2 maintient une marge hydrique suffisante, même pendant les mois les plus secs, tandis que la Birkenbank continue de rapatrier l'épargne et de distribuer des microcrédits. La croissance se situe autour de 5%, soutenue par la production locale et par une discipline administrative constante. Ce scénario illustre une continuité réaliste fondée sur l'inertie positive du système mis en place. Scénario 2. Optimistique. Expansion régionale. Dans cette dynamique, les coopérations avec le Mali, le Niger et la Guinée se renforcent. Un corridor sahélien se structure, réduisant fortement la dépendance aux ports étrangers et fluidifiant les échanges agricoles transformés. Les investissements locaux s'accélèrent, alimentés par une finance territorialement ancrée. La pauvreté reflue dans plusieurs régions rurales, tandis que les filières agro-industrielles deviennent plus compétitives. La souveraineté prend alors une forme diplomatique, non plus un objectif national, mais une méthode observée et adaptée par les voisins. Scénario 3. Worst case. Pression extérieure. Dans ce cas, les marchés se resserrent, les exportations ralentissent et l'inflation repart. La croissance glisse vers 2% et les marges de manœuvre se réduisent. Cependant, les infrastructures d'énergie et d'eau amortissent le choc. Les écoles continuent de fonctionner, les dispensaires
maintiennent leurs services et les coopératives protègent l'essentiel de leurs activités. La résilience interne empêche l'effondrement, même dans un climat défavorable. À travers ces trois voies, une constante demeure. La cohérence structurelle du pays agit comme un stabilisateur. Et c'est précisément cette cohérence qui permettra de déterminer jusqu'où les prochains mois pourront prolonger ou corriger la dynamique engagée. La transformation engagée ne se lie pas uniquement dans les infrastructures. Elle se manifeste dans la manière dont les citoyens, où qu'ils se trouvent, réévaluent leur place dans le pays. Trois cercles se distinguent nettement lorsqu'on observe les réactions, les individus, les communautés et la diaspora. Ces cercles ne vivent pas la transition de la même manière, mais chacun d'eux révèle une part essentielle du basculement collectif. Individu, le retour de l'efficacité perçue. Dans les écoles, les ateliers ou les champs, enseignants, techniciens et agriculteurs décrivent un phénomène simple. Leurs efforts produisent enfin un effet visible. C'est un impôt payé, une classe éclairée, un atelier stabilisé. Ces signes modestes rappellent que le quotidien peut redevenir productif lorsque les leviers essentiels fonctionnent. L'estime de soi se renforce parce que l'action individuelle retrouve un impact concret, même limité. Communauté, la réorganisation des priorités locales. Avec l'énergie locale, l'eau régulière et la finance accessible, les villages réapprennent à planifier. Les classes de secours de soir se multiplient, les projets agricoles s'élargissent et les actions d'entretien collectif redeviennent possibles. La souveraineté cesse d'être un discours national. Elle devient un outil partagé, un cadre dans lequel chaque communauté peut structurer ses propres initiatives sans attendre une aide extérieure. Diaspora, le réinvestissement symbolique. Sans forcément revenir, les Burkinabés de l'étranger modifient leur posture. Ils soutiennent, envoient du matériel, financent des coopératives familiales, encouragent des projets locaux. Ce mouvement n'a rien d'euphorique. Il exprime un désir de reconnecter avec un pays perçu comme plus stable, plus cohérent et plus capable de se maintenir debout par lui-même. À travers ces trois cercles, une idée simple se dessine. Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre. Et c'est ce lien, plus que les infrastructures elles-mêmes, qui détermine la profondeur d'une transformation durable. La méthode défendue par Ibrahim Traoré s'appuie sur une logique simple. Reproduire ce qui fonctionne déjà sur le terrain sans disperser les efforts. Pour comprendre comment cette dynamique peut se prolonger dans les mois à venir, il suffit d'observer 5 étapes reproductibles, chacune associée à un acteur, une action, un horizon et un critère de mesure clair. Identifier les besoins vitaux. Les autorités nationales définissent les priorités, énergie, eau, santé, éducation ou finances, en évitant d'empiler les chantiers. Chaque projet doit cibler un besoin unique et mesurable, afin de réduire les risques de dilution. Former localement. Les techniciens, artisans et opérateurs se sont formés sur place pour garantir la continuité. L'objectif est de limiter la dépendance extérieure et d'assurer que chaque infrastructure puisse fonctionner même en cas de tension régionale. La mesure repose sur la capacité d'un site à être maintenu par des équipes nationales. Relier les chantiers. Les maillons doivent s'appuyer les uns sur les autres. La lumière soutient la production, l'eau renforce la santé, la banque finance les routes et les coopératives. Un projet isolé perd en efficacité. Une chaîne interconnectée multiplie ses effets. L'indicateur principal est la continuité d'usage observée dans les villages, mesurée et corrigée. Les bilans publics servent d'outils d'ajustement. Ils révèlent les blocages, orientent les arbitrages et entretiennent la confiance. La performance se juge à la régularité des publications et à la résolution progressive des points critiques. Enfin, pour étendre par l'exemple, le pays n'impose pas son modèle, il l'offre comme démonstration. Les voisins testent, adaptent et parfois répliquent. Le critère clé devient le nombre de partenariats régionaux nés de cette cohérence.
En réunissant ces 5 étapes, la méthode trace une feuille de route durable, où les résultats précèdent les discours et où la souveraineté progresse par usage continu. Le soir, Mariam quitte l'usine, emportant encore sur ses mains l'odeur métallique des machines. Les lumières du programme Yellen traversent les rues, de Kougou, dessinant sur les murs une clarté qui n'existait pas avant. Les enfants lisent le livre sous cette lumière, ou sous lumière stable, et les familles discutent dans un calme nouveau, comme si le temps lui-même s'était élargi. Dans ce décor, le geste de Mariam renvoie à quelque chose de plus grand que sa seule journée de travail. Il illustre, en creux, la méthode patiente instaurée par Ibrahim Traoré, celle qui valorise les petites victoires répétées, plutôt que les promesses solennelles. Le renversement n'a rien de spectaculaire. Il se construit à partir de gestes simples qui, alignés, finissent par modifier le rythme d'un pays. Les routes, les ateliers, les écoles et les pompes à eau ne sont pas des symboles. Ce sont des outils vivants, modelés chaque jour par ceux qui les utilisent. Et c'est précisément cette utilisation quotidienne, obstinée, qui donne son poids réel à la transformation. Au cœur de cette trajectoire, une idée se renforce. La cohérence change tout. Elle relie les efforts individuels aux structures collectives, transforme les doutes en habitudes et inscrit la dignité dans le fonctionnement ordinaire.